Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Ravi de vous retrouver pour ce journal du jeudi 16 janvier. Dans l'actualité, ce soir, 33 000 véhicules circulent dans Papeete chaque jour, d'où des embouteillages toujours plus nombreux. Les aménagements programmés par le gouvernement sur la côte Est devraient voir le jour plus rapidement que ceux de la côte Ouest. Des variétés de plantes importées prometteuses. L'Institut Louis Malardé expérimente la culture du cannabis thérapeutique à Paea. 3 containers sont installés pour faire pousser un chanvre riche en CBD, mais pauvre en THC. C'est un mix de tennis et de squash. Le paddle tennis fait de plus en plus d'adeptes chez les Polynésiens. Pour preuve, l'AS Phoenix compte aujourd'hui plus de 900 adhérents à ce sport ludique d'origine espagnole qui peut se pratiquer indoor. Et nous en saurons plus sur cette discipline grâce à José Solano, l'ancien champion du monde junior de paddle tennis, classé aujourd'hui 62e au niveau mondial, est notre invité ce soir. Lui est le premier athlète du Fénois à décrocher un titre olympique à 22 ans. Kaulivast a marqué l'histoire du surf lors des JO de Paris 2024 sur la vague de Teahupo'o. Portrait du candidat numéro 2 des trophées du sport dans ce journal. Tahiti, son unique route et son lot d'embouteillages à chaque rentrée. Des bouchons monstres sont observés ces derniers jours dans le sens Papeete-Punauia en cause des nids de poules, mais surtout 33 000 véhicules qui sillonnent Papeete chaque jour. Alors quid du plan d'aménagement routier pour améliorer la circulation? On fait le point avec Méréini Gamblin et Dylan Fels. On se croirait presque sur le périph' parisien, sauf qu'on est à Tahiti. Chaque jour, 33 000 véhicules entrent et sortent de la capitale. Et même sous les cocotiers, les automobilistes sont exaspérés. Une seule route, un seul accès sur la capitale, tout le monde vient sur la capitale, donc c'est compliqué. Vous venez d'où? La presqu'île. Tous les matins, vous levez à quelle heure alors? 3 heures. Mais le pire, c'est que il y en a qui partent du Fénois à Chéré, à mon avis, c'est pire que ça aussi. La circulation à partir de Papara, c'est pas évident. Mais on n'a pas le choix, on fait comme tout le monde, on descend sur la ville. Ça se passe mieux depuis le changement d'horaire des écoles, oui. Je mets à peu près 10 minutes de moins chaque jour pour venir. Les nouveaux rythmes scolaires, une des mesures dont se félicite le ministre des Grands Travaux, tout comme les modifications au niveau du rond-point très problématique de l'ex-méridien. Et bientôt, l'installation de feux à la place de certains giratoires systématiquement bouchés. Il s'agit notamment, comme je disais, du réaménagement du carrefour de la Présidence, du réaménagement des carrefours au niveau de l'avenue du Général de Gaulle, de Rima, de la route territoriale de Marina. Ce sont des aménagements qui peuvent être mis en œuvre plus rapidement que ceux qu'on envisage sur la côte ouest. Et c'est pour ça qu'on a mené à bien d'abord l'étude des trafics sur la côte est, plutôt que de commencer par la côte ouest. Les premiers travaux devraient voir le jour d'ici la fin de l'année, notamment à commencer par le carrefour de la Présidence. Constance, elle, ne compte plus sur les projets des politiques pour échapper au tracas des embouteillages. Cette infirmière ne se déplace plus qu'à vélo entre son lieu de travail à Papeete et son domicile à Marina. Ça me permet de faire du sport, ça me permet de décharger mon énergie. Ça m'arrive de passer sur le trottoir de temps en temps quand c'est trop dangereux ou quand les routes sont trop trouées parce que parfois il y a des trous partout, c'est vrai que ça peut être dangereux. Son trajet devrait être facilité grâce aux nouvelles pistes cyclables envisagées entre Papeete et Aroué. Côté ouest, le projet de la route du Sud entre le PK15 et le PK18 est toujours dans les tuyaux. Et plus concrètement, le ministre a assuré que les nids de poules à l'origine des embouteillages monstres de ce début de semaine à Punauia seront rebouchés dès aujourd'hui. La culture de cannabis thérapeutique est en pleine phase d'expérimentation à l'Institut Louis Malardé. 3 conteneurs sont mis en place à Paea pour faire pousser la plante en intérieur. Objectif, obtenir une variété riche en CBD tout en gardant un taux de THC inférieur à 0,3%. Raihay Najarian et Patrick Ting. Derrière cette porte se cache un trésor bien gardé par l'Institut Louis Malardé, des plants de cannabis destinés à la recherche médicale. Pour le moment, la culture se fait en intérieur dans un conteneur, une méthode pratique pour contrôler la croissance de la plante et sa teneur en CBD. On peut contrôler la température de la pièce, l'humidité, la concentration de l'air en CO2, l'intensité lumineuse, notamment sur ces LED.
Ici, il est demandé de porter une combinaison de protection afin d'éviter toute contamination extérieure. 13 plants de cannabis sont actuellement en culture. Ils contiennent moins de 0,3% de THC. Une fois la loi du pays appliquée, eh bien, ces plants ne seront plus considérés comme des produits stupéfiants. Et justement, pour éviter d'obtenir un produit non conforme, il est important de suivre le protocole à la lettre. Là, je change les paramètres d'humidité, parce que du coup, on avance dans le cycle de floraison. Et plus on avance, plus il faut baisser les paramètres de l'humidité. Et du coup, aujourd'hui, on baisse d'un point. On fait ça progressivement pour éviter de stresser les plantes. Une fois les plants arrivés à terme, direction les laboratoires de l'Institut à Papeete. C'est ici que les fleurs sont analysées. À première vue, il est difficile de distinguer la variété une fois séchée de sa cousine riche en THC. Seule la science peut les différencier à l'aide de cette machine, un chromatographe. Comme vous pouvez voir, il y a une prédominance de THC qui a été repérée par la machine. Et nous avons ici un plant donc issu d'une graine qu'on a importée. Et en fait, vous voyez ici la présence élevée de CBD. Bon, là, elle est sous forme acide, mais en tout cas, il n'y a quasiment pas de THC. Pour l'heure, l'ILM est dans l'attente des arrêtés d'application délivrés par la direction de l'agriculture afin d'entamer la phase expérimentale de culture en extérieur. Il devrait augmenter de 6% par rapport à l'an dernier. Le budget des Outre-mer était examiné hier au Sénat. Les élus ont largement adopté le montant de l'enveloppe qui passerait ainsi à 3 milliards d'euros. Mais ces travaux pourront-ils aboutir? Tout dépendra du vote du prochain budget, alors que le gouvernement Bayrou vient d'échapper à sa première motion de censure. C'est un sport d'origine espagnole qui a la faveur des Polynésiens. Le padel mixte de tennis et de squash prend de l'ampleur dans les clubs et notamment à l'AS Phoenix qui compte aujourd'hui près de 900 licenciés, à tel point que plusieurs terrains de tennis se sont transformés en cours de padel. On voit cela avec Alihoe Tefafana et Nicolas Suire. Effet de mode ou véritable engouement pour le padel, le temps nous le dira. Mais depuis l'arrivée de ce sport au Fénois il y a 3 ans, la discipline est en plein essor. Karine s'est initiée au padel il y a 1 an, une découverte où l'envie de progresser est née. Au départ, on m'a dit tu viens, je vais faire du paddle. Je suis ok, mais la mer est pas bonne. En fait, je croyais que c'était le paddle sur le paddle. Et non, on m'a dit mais non, le jeu de raquette. J'ai beaucoup de pourquoi pas. Donc j'ai essayé effectivement et après je me suis prise au jeu. Leilani Broders, championne et professeure de padel, fait face à une forte demande de coaching. Normal, la discipline est accessible à tous. De base, je suis coach de tennis et c'est beaucoup moins compliqué à apprendre. Les gestes sont plus ludiques, il y a les vitres, la balle arrive, il y a tout le temps. À côté, les balles fusent. On ne s'entraîne plus pour le plaisir, mais pour la compétition. Nicolas et ses amis padelistes profitent de la présence de l'Espagnol José Solano, 62e mondial, pour acquérir davantage de techniques. Ils ont une vision du jeu, ils ont des techniques de frappe qui sont complètement différentes. Et nous, du coup, ça nous remet en question. On doit un peu changer nos habitudes. Voilà, les raquettes en arrière, on tape trop fort la balle. Jouer au padel, c'est bien. À l'ombre, c'est mieux. Et ça, le club l'a bien compris. Depuis quelques mois, 4 cours flambant neufs et couverts se sont ajoutés aux 5 terrains déjà existants. Pour ne pas avoir les soucis que le tennis a eu ou d'autres, notre climat est trop dur, quoi. Je pense que le soleil, la pluie, je pense que le padel, le fait de faire indoor, va amener encore plus de monde. Face à l'engouement pour la discipline, plusieurs clubs ont dû suivre la tendance. C'est sûr qu'il faut suivre la mode et tout. Et là, il y a le changement et tout ça de certaines disciplines. Donc, comme c'est le sport le plus demandé, c'est vrai que les adhérents l'ont réclamé. De plus en plus, les terrains de tennis se transforment en cours de padel. Au Fénois, on compte plus de 1000 joueurs répartis dans les 3 clubs existants de Tahiti. José Solano, bonsoir. Vous avez 24 ans, vous êtes ancien champion du monde junior de padel. Vous l'avez été à 17 ans. Et aujourd'hui, vous êtes classé 62e au niveau mondial. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement pour cette discipline? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce sport? So when I
Quand il a commencé, il avait 6 ans, j'avais 6 ans. J'avais un rêve de devenir champion en junior. J'ai combattu tous les jours, je me suis entraîné tous les jours. Et là, je touche presque au but. Le paddle, c'est ma vie. Et je fais des tournois tous les jours. Alors, c'est votre père qui vous a transmis cet amour du sport, puisque c'est un coach aussi, votre père. Est-ce qu'il a été très dur comme coach? Mon père, il a une grosse académie à Malaga. Il a beaucoup d'enfants. Il aime le paddle. Il forme les champions jeunes d'Espagne, comme les cadets, juniors. Pour jouer dans le circuit professionnel A1. Quelle est la différence entre le paddle tennis et le tennis proprement dit? Je pense que c'est un sport que tu apprécies avec ta famille, avec tes amis. Un peu plus difficile quand c'est la compétition. Pour être constant dans les cours, les stages. Pour les stratégies, le physique. Concrètement, ça se joue à plusieurs, à 4? Oui, tu joues à 4 personnes. Le tennis, le paddle, c'est plus marrant, il y a les vitres, il y a le retour, c'est plus marrant que le tennis. Vous allez signer une convention avec l'AS Phoenix. Quel est l'objet de cette convention? On va envoyer des coachs espagnols tous les 3 mois. Et je vais venir moi-même superviser pour regarder le niveau, superviser le travail et comment le paddle se développe dans notre pays. Vous avez vu quelques talents ici chez les Polynésiens déjà? Vous voyez quelques qualités chez les Polynésiens? I hope so. J'espère que on va avoir des champions pour combattre tous les jours pour leur rêve comme moi. José Solano, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le 22e FIFO affiche cette année un record avec 11 films réalisés et produits en Polynésie. Le rendez-vous de l'audiovisuel du Pacifique proposera une sélection unique de 18 films hors compétition, 10 documentaires et 10 fictions. Ajoutez à cela 10 films en compétition et un jury présidé par Ben Salama, réalisateur et producteur franco-algérien. Tout un programme selon Teva Pambrin du comité de présélection. Il est interrogé par Arihoe Tefafana. Tous nos pays d'Océanie sont représentés. Le Vanuatu a son film, la Fidji a son documentaire, Aotearoa, l'Australie, voilà. On a essayé Rapa Nui, on a essayé de faire un choix parce qu'on a eu la chance cette année que tout le monde participait à la présélection, quoi. Avait amené un documentaire. Et le FIFO, je vous rappelle que c'est du 31 janvier au 9 février. Le candidat numéro 2 des trophées du sport a marqué l'histoire du surf durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Rien que ça, Kaoli Vast est aujourd'hui une icône nationale après son titre olympique décroché sur la vague de Teahupo'o, celle qui l'a fait grandir. C'est dire si le surfeur de 22 ans a vécu une année exceptionnelle. Son portrait, signé Marouki Duri. Kaoli qui va partir sur cette vague. Oui, ça tube. Hein. Va prendre de la vitesse. Bien à l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Ça va passer pour Kaoli. C'est une superbe vague pour Kaoli. Oui, wow.
Cette vague a fait basculer la vie de Kaoli Vast. Le Tahitien est devenu le premier athlète de l'histoire du Fénois à décrocher un titre olympique. L'image a fait le tour du monde. Une deuxième vague sécurise le sacre olympique de notre champion devant des millions de téléspectateurs. En quelques minutes, son destin est bouleversé. Il y a eu beaucoup de sacrifices, oui. Il y a eu beaucoup En fait, c'était surtout un long chemin pour la qualif, pour la compète, il fallait tenir un bon rythme, il fallait être confiant, il fallait être serein, il fallait être humble, il fallait y croire. Ce rêve olympique, Kaoli s'y est préparé pendant plus de 2 ans. Un travail acharné sur un spot de surf qui est devenu son jardin. Il y a quelques années déjà, Kaoli faisait partie des espoirs du sport polynésien. Vas-y. Oui, tu m'entends? Ok. Je m'appelle Kaoli Vast, j'ai bientôt 18 pour ça. 4 ans plus tard, Kaoli a confirmé les espoirs placés en lui. Désormais monument du sport français, il lui reste encore beaucoup de choses à accomplir dans sa discipline, le surf. L'objectif 2025, se qualifier sur le WCT pour ensuite se battre pour un titre mondial dans les années à venir. Et l'an dernier, le surfeur Mihimana Braille, l'apnéiste Hinatea Penia et le boxeur Tautua Dauphine avaient décroché leur trophée. Cette année, 6 sportifs d'exception sont en lice pour la médaille. Reihei Nadjarian, qui a des chances de repartir avec un trophée? Bonsoir Caroline. Eh bien, c'est vous qui décrochez le trophée d'une carrière en or ce soir. Car oui, ce soir, vous quittez Polynésie la première pour vivre d'autres aventures loin de nous, à la retraite. Cependant, pas question de vous laisser partir sans un petit rappel d'une partie seulement de votre riche expérience professionnelle. Repartons tout d'abord en 1993, date à laquelle vous êtes entré dans l'entreprise. À l'époque, vous présentiez une émission qui s'appelait Maeva, une autre qui s'appelait Phare Midi, aux côtés d'Étienne Raapoto, ainsi qu'une émission radio intitulée Rue piétonne. Regardez plutôt. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission au cours de laquelle nous allons parler musique avec 2 musiciens allemands, Eddie Miller et Paul Gruber, qui jouent en ce moment même au Jazz Club New Orleans. Bonjour. Suite de notre voyage en Europe, la semaine dernière nous étions en Espagne et aujourd'hui nous restons dans la péninsule ibérique, mais nous partons au Portugal et toujours avec notre ami Philippe Gauthier. Philippe, bonjour. Bonjour. La rédaction de RFO s'est déplacée pour parler des Marquises, sans oublier de mettre à l'honneur ceux et celles qui pouvaient raconter l'archipel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent appétit à tous. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 11h30 dans l'émission Rue piétonne. Vous êtes vraiment des coquins. On continue de se replonger dans le passé avec vous, Caroline, avec l'émission Studio 5, une chronique cuisine qui passait à midi. On regardera aussi notamment un extrait du journal du soir lors de la disparition de Lucien Kimitete et Boris Leontiev. Et oui, elle est là, celle qui fascine les hommes dans le monde entier par ses courbes et son élégance, celle qui peut même parfois rendre les femmes jalouses. La Harley Davidson a ses adeptes en Polynésie. Cuisine vivante aujourd'hui dans Phare Midi, puisque notre ami et chef cuisinier Jean-Pierre Despériès va nous parler des poulets fermiers. Il reçoit aujourd'hui des invités très spéciaux. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Bonsoir. Ce soir encore, l'actualité porte essentiellement sur la disparition depuis hier des 4 représentants du Fetiapi et du pilote embarqués à bord d'un bimoteur dans l'archipel des Tuamotu. Malgré un important dispositif de recherche mis en place aujourd'hui, Boris Leontiev, Lucien Kimitete, Arsène Touairao, Ferfine Besser et Gilbert Kelly demeurent introuvables. Et puis vous avez fait de nombreux reportages, de nombreux directs et des interviews d'artistes. Vos interviews préférées d'ailleurs, puisque vous êtes vous-même danseuse, chanteuse et artiste notamment. On commence par le passage à l'an 2000. Vous étiez en direct avec les pêcheurs. Je vous souhaite bonne année pour l'année 2000. Bonne année et beaucoup de poissons. Donc voilà, au Quai des Bénitiers, il y a une bonne ambiance et je peux vous dire que vous pouvez venir ici, vous serez bien accueillis. L'estomac et je ne fais pas,
Je ne bois pas et Bonjour. À l'heure où la culture polynésienne doit jouer un rôle prépondérant dans le tourisme, nous nous intéressons à ceux qui font cette culture. Notre invité ne se revendique pas écrivain, elle écrit. Caroline, après tous ces petits rappels de votre belle et longue carrière, on vous sent émue ce soir. Vous avez peut-être un petit mot pour tous les téléspectateurs qui vous ont suivi durant toutes ces années, ainsi que vos collègues de la rédaction. Ah oui, je suis vraiment très émue. Je vous avoue que je pars le cœur gros. Je suis très heureuse de partir parce que je vais profiter un peu de mon temps libre. Mais j'ai vraiment le cœur gros et je suis très reconnaissante de cette entreprise. Je suis reconnaissante de tous mes collègues avec qui j'ai eu des relations exceptionnelles pendant toutes ces années. J'ai appris beaucoup durant ces 30 ans et je vous remercie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie aussi, vous, public, parce que vous avez toujours témoigné beaucoup de sympathie et de gentillesse quand je vous croisais dans la rue et c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup. Je suis très émue, vraiment. Quelle surprise. Nous, en tout cas, dans cette belle maison de Polynésie la Première, on va beaucoup te regretter. Nous avons décidé de te dire un dernier au revoir en chanson. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet